qui est le premier du genre à être présenté à la FAS, ce colloque de neuroéducation, dont le titre est l'utilisation de l'imagerie cérébrale dans la recherche en éducation. Cette première présentation va être en fait une introduction au colloque. On va y présenter quelle est l'origine de la neuroéducation, d'où ça provient. On va y présenter aussi qu'est-ce qu'au juste que la neuroéducation, comment peut-on la définir. Finalement, on va vous parler des avantages et des défis entourant cette nouvelle approche en éducation. On va commencer avec d'où provient la neuroéducation. Ça provient de deux éléments principaux. Le premier élément, c'est le développement de l'imagerie cérébrale. Vous savez que depuis les années 1990, grâce notamment à l'avènement de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on peut littéralement voir ce qui se passe dans le cerveau des élèves lorsqu'ils lisent ou comptent. Et cette technologie-là n'était pas disponible auparavant. Donc, d'où ça provient? Ça provient du développement de l'imagerie cérébrale, mais on obtient des images des activités cérébrales des enfants, mais encore faut-il savoir les interpréter. Donc, il y a aussi le développement des connaissances neuroscientifiques, la conjecture qui fait en sorte que le développement de l'imagerie cérébrale et le développement des connaissances en neurosciences rendent possible aujourd'hui la neuroéducation. En éducation, comment ça s'organise? Quels sont les premiers groupes de recherche qui se sont intéressés à ça? L'un des plus anciens regroupements de chercheurs est le Brain Neuroscience and Education, un groupe qui est en fait un groupe d'intérêt de l'American Educational Research Association. C'est un groupe qui a été formé en 1982, avant même toute l'explosion des connaissances qu'il y a eu lieu au cours des années 1990, et c'est un groupe qui est encore actif aujourd'hui. Un autre point très important, c'est qu'en 1989, voyant toutes ces nouvelles connaissances sur le fonctionnement neuronal, l'OCDE a mené un vaste processus de consultation internationale. Et ce processus-là visait à voir quel rôle peuvent jouer ces nouvelles connaissances-là dans le système éducatif en éducation. Et ça a mené à la publication en 2007 d'un ouvrage fort intéressant, Comprendre les cerveaux, naissance d'une nouvelle science de l'apprentissage. Depuis 2004, l'Université Harvard a bâti un programme de second cycle en neuroéducation, en 2004 également, il y a une importante association qui a vu le jour, l'International Mind Brain and Education Society, un groupe qui, en 2007, a fondé la première revue qui présente des recherches en neuroéducation. Une revue qui, par ailleurs, a gagné le premier prix dans les nouvelles revues en sciences humaines aux États-Unis. Et finalement, en 2007, il y a eu une première conférence organisée par ce groupe-là, qui a eu lieu au Texas, et dans les jours qui suivront auront lieu la deuxième conférence qui a eu lieu à Philadelphie. Donc, la neuroéducation émerge de plus en plus, se structure progressivement, mais qu'est-ce qu'au juste que ce courant de recherche qui est la neuroéducation? Plusieurs termes définissent la neuroéducation. Souvent, ce qu'on voit, c'est Educational Neuroscience. L'OCDE utilise souvent l'expression neurosciences de l'éducation. En français et en anglais, on trouve à la fois éducation et neuropédagogie. Et il y a aussi une expression qui est de plus en plus utilisée, c'est Mind Brain and Education. Ceux qui utilisent ce terme-là veulent mettre l'accent sur le fait que certains mots mettent davantage l'accent sur l'éducation, tandis que d'autres mettent davantage l'accent sur les neurosciences. Et eux, ils veulent vraiment un champ de recherche qui englobe les deux aspects. Ils décident de définir ça comme étant Mind Brain and Education. Ici, nous allons parler de neuroéducation, d'abord parce que ça se traduit plutôt mal, mais aussi par souci de concision. Au lieu d'utiliser trois mots, on utilise un seul mot. Rarement, mais parfois, il y a des gens qui font la distinction entre Educational Neuroscience et neuroéducation et pédagogie en disant que ça ici, ça concerne la recherche, et que ça ici, ça concerne les produits de la recherche, c'est-à-dire une pédagogie basée sur les connaissances neuroscientifiques. C'est plutôt rare. Notre côté neuroéducation, ce que ça signifie, c'est d'abord et avant tout une approche de recherche. Une approche au même titre que les approches qu'on trouve souvent en éducation, behavioriste, cognitiviste, constructiviste. Ce qui est la particularité de cette approche-là, c'est qu'elle se situe à un autre niveau d'analyse. Elle se situe au niveau cérébral. Donc la neuroéducation, qu'est-ce que c'est? C'est une approche de recherche qui va étudier certains problèmes éducatifs, certaines problématiques scolaires, mais à un niveau cérébral. Différents domaines de recherche sont en train de progressivement s'organiser. Je vous en présente ici 4. Donc, une partie des recherches en neuroéducation s'intéresse au
fondements. C'est-à-dire que c'est un domaine qui va étudier les fondements épistémologiques et méthodologiques de cette approche-là. On a un domaine qu'on peut qualifier de neuropédagogie, qui va s'intéresser au concept d'apprentissage et d'enseignement, au niveau neuronal, bien sûr. Et la neurodidactique, qui est un domaine qui va s'intéresser également à l'apprentissage et à l'enseignement, mais cette fois-ci à l'apprentissage et l'enseignement de disciplines en particulier. Donc, on va parler de neurodidactique du français, neurodidactique des mathématiques, des sciences, ainsi de suite. Et finalement, la neuroadaptation scolaire, qui est un domaine qui s'intéresse aux particularités cérébrales des élèves qui ont des difficultés particulières, notamment le trouble déficitaire de l'attention, le comportement, ainsi de suite. Quels sont les avantages de cette approche? D'abord, ça se situe à un niveau d'analyse qui est jusqu'ici inexploré. Inexploré parce que ça nous permet de mesurer une nouvelle variable cérébrale. Donc, les recherches en éducation peuvent bien sûr recueillir les réponses des participants, peuvent bien sûr obtenir leur temps de réaction, on peut bien sûr étudier les gestes qui sont faits durant les entrevues, et ainsi de suite, mais on peut en plus mesurer une nouvelle variable grâce à cette approche-là, qui est la variable de l'activité cérébrale, qui permet de vérifier certaines des hypothèses actuelles qu'on pourra avoir, et qui peut permettre aussi de la formulation de nouvelles hypothèses inédites. Ça permet aussi de trianguler les méthodes, parce que souvent les résultats découverts grâce à une approche cognitiviste vont être confirmés par une autre approche, qui est l'approche neuroscientifique. Et le fait d'avoir obtenu les mêmes résultats par deux approches différentes, ça veut trianguler en quelque sorte les méthodes. D'une façon plus concrète, qu'est-ce que ça peut impliquer, la neuroéducation? Ça peut permettre de comprendre la nature du travail cognitif qui est nécessaire à la réalisation de certaines tâches scolaires. Lorsqu'on demande aux enfants de compter, de faire 14 moins 4, mais c'est quoi au juste le travail qui doit être fait? Est-ce qu'ils doivent récupérer en mémoire une information? Est-ce qu'ils doivent mettre en comparaison deux grandeurs de nombres? Qu'est-ce qui doit être fait? Ça permet aussi de connaître les effets de différents types d'enseignement sur le cerveau. Yann Cheval et son équipe ont fait une recherche fort intéressante. Ils ont demandé à deux groupes de participants d'apprendre un nouveau style d'écriture qu'ils ont inventé. Dans un groupe, on a demandé d'apprendre à partir d'une approche globale de reconnaissance de l'ensemble du symbole d'écriture. Et dans un second groupe, avec une approche plus syllabique, où en fait les symboles qu'on les regarde étaient des composants entre eux. Et ils ont mesuré l'activité cérébrale de ces deux groupes-là lors de la lecture de ces symboles particuliers. Et ils ont observé de très nombreuses différences au niveau de l'activité cérébrale. Ça a beaucoup de répercussions sur notre façon de percevoir l'apprentissage de la lecture. Ce que je voulais souligner, c'est qu'on observe vraiment des effets marqués entre deux approches de l'approche. Ça permet d'identifier, peut-être même de diagnostiquer plus rapidement les élèves présentant des difficultés particulières. Plus on va en savoir sur le trouble déficitaire de l'attention, plus on va savoir sur des troubles tels que la dyslexie, la dyscalculie, plus vite on va pouvoir proposer un examen aux enfants pour pouvoir cibler quel est leur problème en particulier. Bien sûr, par la suite, pour faire une intervention pédagogique qui pourra les aider. Intervention pédagogique qu'on pourrait vérifier grâce à l'imagerie par les violences magnétiques. De façon générale aussi, ça permet de mieux comprendre les processus d'apprentissage et les périodes sensibles qui seraient des périodes où certains apprentissages se feraient plus facilement qu'à d'autres. Donc, tout un ensemble d'avantages, mais ça soulève aussi des grands défis à relever. L'un des défis, c'est d'essayer d'avoir une expertise théorique et méthodologique dans ce domaine-là. Ce qui n'est pas facile parce que c'est un domaine qui combine à la fois un champ de recherche en éducation qui s'est beaucoup développé dans les dernières années et un champ de recherche en neurosciences. Et comme vous le savez sans doute, le vocabulaire qui est utilisé dans ces deux champs de recherche-là, la culture de recherche aussi est très différente. Il faut amener à avoir des chercheurs qui cumulent les deux bagages pour arriver à faire un dialogue entre ces deux courants. Une autre difficulté, c'est bien sûr d'avoir accès à ces appareils d'imagerie-là. Il y a très peu de structures de recherche, d'appareils de recherche dédiés à la neuroéducation. Si bien que les chercheurs en éducation doivent avoir recours aux appareils qui sont habituellement utilisés en psychologie, ce qui est possible, mais qui parfois peut être complexe. Une des difficultés les plus importantes, c'est celle-là. Développer des tâches cognitives adaptées aux problèmes scolaires, mais répondant à toutes les contraintes de l'imagerie cérébrale. En psychologie cognitive, les chercheurs qui font de la neuroscience utilisent souvent le même type de tâches
Il y a des tâches classiques qui reviennent tout le temps, notamment une tâche qu'on a du stroke, où on présente, par exemple, le mot rouge en lettres noires. Puis on fait faire des tâches, puis c'est une tâche qui est très utilisée par les chercheurs dans différents contextes, de différentes façons, et les chercheurs n'ont pas besoin, à chaque fois qu'ils font une recherche, de refaire de nouvelles tâches qui présentent un défi en soi. Et selon nous, le fait qu'il y ait des tâches spécifiques à certains problèmes éducatifs qui se développent va faciliter grandement la recherche, parce que ces tâches-là vont être utilisées par d'autres chercheurs dans d'autres contextes. Donc c'est un problème qui arrive dans les prochaines années. Les recherches en éducation impliquent aussi de travailler avec des enfants. Certaines recherches en éducation impliquent des adultes, mais d'autres impliquent des enfants. Ça présente des défis particuliers. Il va y avoir une présentation d'ailleurs. Et finalement, c'est tout le défi de rendre les données cérébrales utiles au système éducatif. Parce qu'on obtient des mesures de l'activité cérébrale qui se situent au niveau biologique et on veut que ça ait une répercussion dans la classe, plus au niveau comportemental de tous les jours. Donc, on demande que les données qui se situent à un niveau d'analyse cérébrale aient des répercussions dans la classe, qui posent un ensemble de défis. Il va y avoir d'ailleurs une présentation de Julie Mercier, qui est après la mienne, qui va traiter de ce problème partie. Donc, la neuroéducation est clairement une approche en émergence qui se structure. Plusieurs regroupements de chercheurs se forment, de nouvelles revues sont créées, de nouveaux cours sont créés aussi. Il y a de nombreux avantages à l'approche neuroscientifique, mais aussi de nombreux défis. Et c'est la raison principale de ce colloque-ci, d'essayer de voir comment ces défis peuvent être surmontés, de voir qu'est-ce qui s'est fait dans les différents sous-domaines de la neuroéducation et comment on peut avoir déjà des pistes de solutions. C'est d'entamer un dialogue par rapport à ça. En terminant, j'aimerais ça parler du déroulement du colloque. Il est divisé en 3 parties. La première partie traite des fondements de la neuroéducation, la seconde des recherches en neuroéducation et finalement des méthodes de recherche en neuroéducation. Juste rapidement, Julie Mercier tout à l'heure va vous parler du problème de transférer des informations d'un niveau cérébral à un niveau applicable à la classe, applicable à l'apprentissage et à l'enseignement. Dans les recherches en éducation, on a toute une série de présentations qui risquent d'être fort intéressantes, qui touchent toutes sortes de domaines scolaires. On parle entre autres des troubles d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Présentation qui va être donnée par Denis Plante. Il va y avoir ensuite une pause et à 11h, on va parler de neurodidactique des mathématiques et l'utilisation de l'électroencéphalographie dans la recherche en neurodidactique. Va suivre une présentation sur l'utilisation de l'imagerie cérébrale dans la recherche sur des apprentissages scientifiques, autrement dit en neurodidactique des sciences. Finalement, après le dîner, on va traiter des élèves qui ont des troubles déficitaires de l'attention. Et par la suite, il va y avoir une présentation qui va parler de pensée sociale et de neuroéducation, comment les recherches en neuroimagerie qui s'intéressent notamment au développement de compétences sociales peuvent avoir un impact en éducation. Par la suite, va suivre une section sur les méthodes où Bianca Pierre va présenter quelles sont les pistes de solutions lorsqu'on travaille avec les enfants. Lorsqu'on peut acquérir des données neuroimagerie qui impliquent un immobilisme complet de la part des enfants pendant presque une heure, combiné à une attention soutenue, comment on peut faire ça? Et finalement, en guise de clôture à ce colloque, mais aussi d'ouverture, Martin Riopel va vous parler de l'utilisation de l'imagerie optique dans la recherche en éducation, qui est une technologie plutôt émergente dont les caractéristiques répondent assez bien aux contraintes qu'on peut vivre dans le domaine éducatif. Donc, ça représente une avenue de recherche à explorer qui peut être fort intéressante pour la recherche en neuroéducation. Finalement, on va terminer la journée avec une synthèse des